On vous aide aussi bien sûr dans Intégral Placement à acheter de l'immobilier. Évidemment, c'est aussi notre mission, vous apporter les meilleures idées pour vos investissements. Et un de nos auditeurs, Antoine, qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com et qui nous demande comment acheter en ayant très peu de trésorerie. En gros, je n'ai rien, comment en faire quand même quelque chose? On va essayer de répondre à cette question, parce que oui, il y a des réponses, avec Jean-Marc Le Prado, le président du groupe Enola, qui vient nous rejoindre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume. Bonjour. J'ai très peu de trésorerie, même pas de quoi payer les frais de notaire, mais je veux quand même faire de l'investissement immobilier. Est-ce que c'est possible ? Techniquement, absolument aucun problème pour faire un investissement immobilier sans avoir aucun apport personnel, puisqu'il suffit de trouver un banquier qui va prêter la totalité de l'opération, c'est-à-dire le prix d'achat plus les droits de mutation, ce qu'on appelle en général les frais de notaire, plus éventuellement les frais de garantie et quelques frais de dossier annexes. Combien est-ce qu'il faut avoir de trésorerie d'avance ? 0, c'est vraiment possible, ou il faut quand même avoir un peu de trésorerie de côté ? Alors, je suis tout à fait partisan de ne pas faire d'investissement immobilier lorsque la trésorerie est vraiment très très proche de 0. Il ne faut pas pour autant forcément affecter la trésorerie que l'on a à un investissement immobilier. D'ailleurs, c'est souvent plus malin de conserver un matelas de sécurité, puisqu'il y a une statistique qui pour le coup est assez claire, c'est qu'à peu de choses près, 100% des ennuis arrivent par la trésorerie. Il faut donc nécessairement avoir un matelas de sécurité pour y faire face. Si vous avez un problème, un ballon d'eau chaude qui marche plus, etc., cette trésorerie, elle va servir à remplacer le ballon d'eau chaude. Voilà, c'est pour ça qu'il faut la garder de côté. Oui, des imprévus, quoi. Il y a toujours des imprévus en immobilier, et si vous avez affecté les quelques milliers d'euros que vous avez de trésorerie disponible à une opération immobilière, par définition, vous ne les avez plus, et vous êtes obligé de faire face aux aléas par votre revenu récurrent, ce qui peut poser problème. Donc si je paye quelques milliers d'euros, gardez-les pour les imprévus et ne les investissez pas dans votre achat. C'est ça l'idée. Mais le banquier, il va accepter ça que j'emprunte sans aucun apport? Alors c'est évidemment un exercice qui est un petit peu plus difficile. Cela étant, il est tout à fait possible de trouver des banquiers qui soient un peu plus malins que la moyenne, puisque la moyenne va vous dire qu'effectivement vous devez impérativement apporter les droits de mutation et les frais de garantie, parce que c'est marqué dans le manuel, oui. Alors que ça n'a aucune validité économique en dehors de celle de l'analyse du risque. Et c'est pas une obligation juridique non plus? Ah, du tout, absolument pas. Et donc si on ne trouve pas pour le coup un banquier capable de financer, incluant les droits de mutation et les frais de garantie, dans ce cas, ma préconisation serait plutôt de ne pas faire, de stocker un peu d'actifs financiers, et lorsqu'on a des actifs financiers, éventuellement, de payer ces droits de mutation si on peut pas faire autrement, et d'avoir malgré tout, en plus de cela, un petit stock, quelques milliers d'euros, il n'y a pas besoin d'être d'une fortune pour faire face aux aléas. Mais en cherchant bien, on peut trouver des banquiers qui soient prêts à nous prêter, même si on refuse de mettre de l'argent et dans l'apport et dans le paiement des frais de mutation. Oui, absolument. Les banquiers acceptent ça. Certains banquiers, je pense par exemple à des spécialistes, notamment le Crédit Foncier, qui est tout à fait disposé à étudier ce genre de dossier. Je dis pas que c'est facile, par définition. Ça dépend du profil de l'emprunteur. Mais évidemment, ça dépend du profil de l'emprunteur. Si vous avez de grosses difficultés de trésorerie déjà au quotidien, évidemment, ça va être compliqué. Donc il faut tenter le coup, c'est ce que vous nous dites. Il faut oser aller voir son banquier et lui demander, parce que parfois la réponse est oui, et particulièrement quand on s'adresse à ces organismes spécialisés. Oui, absolument. Mais il n'y a pas que les organismes spécialisés. Il y a beaucoup de banquiers de réseau qui arrivent à comprendre cette logique. Bon, alors imaginons, j'ai convaincu une banque ou un organisme de me prêter de l'argent, même si je n'ai aucun apport. Forcément, il va me prêter, mais il va me prêter sur une durée très longue, j'imagine. 30 ans peut-être. En fait, il y aura une négociation à mener. Mais il y a un deuxième curseur qui est important lorsqu'on veut faire de l'investissement immobilier, c'est quels vont être les impacts en trésorerie ultérieurs. Puisque je vous rappelle que il est très très compliqué de faire une opération immobilière dans laquelle ce qui rentre, c'est-à-dire le loyer, est égal à ce qui sort, c'est-à-dire le crédit, plus toutes les charges, plus l'impôt. L'impôt à ne pas oublier, naturellement, même s'il arrive relativement plus tard. Donc, par définition, l'impact trésorerie ne sera pas à 0. Donc, il faut en tenir compte et il faut régler la durée du crédit en fonction de cet impact trésorerie-là. Bon, est-ce que je suis condamné à un crédit hyper long si j'arrive sans aucun apport ? Alors, si vous souhaitez avoir à la fois pas d'apport ou très très peu d'apport et un équilibre, pas trop éloigné de l'équilibre en trésorerie ultérieure, vous êtes condamné à deux choses. Un, faire un crédit très long, c'est-à-dire plutôt 20-25 ans, et faire des produits à fort rendement. Le rendement étant calculé sur le loyer rapporté au prix d'achat. Le loyer multiplié par 12 rapporté au prix d'achat. Il faut que ce rendement soit très élevé pour qu'il couvre au moins l'échéance de crédit. D'accord. Et si je veux raccourcir un tout petit peu la durée du crédit, même sans apport, c'est possible si le rendement de mon investissement locatif est
est très élevé. Plus le rendement est élevé, plus ça peut me permettre de réduire la durée de l'emprunt. Absolument. Si vous avez un rendement d'actifs qui est extrêmement important, vous pouvez avoir le même équilibre en trésorerie avec une durée de financement plus courte. En n'oubliant pas, jamais, absolument jamais, la fiscalité sur les revenus qui peut être tout à fait délicate à gérer. Et surtout qu'elle n'arrive pas tout de suite. La problématique que je rencontre très régulièrement, c'est que cette problématique n'arrive pas les 2-3 premières années. Elle commence à arriver la 5e, 6e, 8e, 10e année. Et si on s'est trompé sur la durée de son financement au début, on peut se retrouver dans des difficultés très importantes, puisque on peut se retrouver sans trésorerie excédentaire à faire face à des impacts d'impôts qui peuvent être tout à fait significatifs. Si on a mal anticipé l'impact fiscal de son rendement. Absolument. Le rendement plus il est élevé, plus on paye aussi d'impôts. Et oui, bien faut sûr, pas l'oublier. On les trouve où ces meilleurs rendements justement pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'investissement locatif? Alors en fait, on les trouve un petit peu partout. Alors il y a des moyennes évidemment en France avec des villes qui offrent en moyenne des rendements plus ou moins élevés, mais finalement dans toutes les communes, on va trouver plutôt des secteurs dans lesquels les rendements sont faibles, c'est-à-dire plutôt les secteurs patrimoniaux extrêmement recherchés. Les centres-villes, les hyper-centres-villes. Si vous êtes à Lyon, vous allez boulevard des Belges, vous allez avoir un rendement qui va être très très faible. En revanche, vous avez des quartiers qui sont plus excentrés, voire dans des banlieues plus populaires, dans lesquels vous allez avoir des rendements qui vont être beaucoup plus importants. Pour reprendre l'exemple de Lyon, si vous allez à Vaux-en-Velin ou si vous allez à Vénissieux, vous allez avoir des niveaux de rendement qui vont être naturellement beaucoup plus importants. Combien? 6-7%? Oui, facilement 6-7% sur voire plus. Oui, voire plus. J'ai noté, je regardais tout à l'heure Limoges, Mulhouse, Saint-Étienne sont des villes qui offrent 9% à peu près de rendement brut, je précise. Voilà, en moyenne. On peut même trouver au-delà sur certaines. Plus la surface est petite, en général, plus les rendements sont élevés. Mais en fait, finalement, patrimoine, rendement. Quand vous avez une balance, plus vous passez devant votre investissement immobilier en étant extraordinairement satisfait de la qualité patrimoniale, moins vous aurez de rendement. On peut trouver à Bordeaux, par exemple, vous nous disiez en plein centre-ville de Bordeaux, c'est pas très rentable, mais est-ce que dans Bordeaux même, mais un peu plus à la périphérie, on trouve de bons rendements également? Oui, vous avez des quartiers, vous avez des villes très dynamiques, voilà, comme Bordeaux. Oui, alors Bordeaux, en soi, est de toute façon une zone extrêmement attractive pour faire de l'investissement. Au-delà de ça, dans la première couronne bordelaise, vous avez des villes comme Ézines, par exemple, ou comme le Bouscat ou le Haillan, qui sont tout à fait intéressantes en termes de rendement, bien meilleures que le centre-ville. Bon, voilà quelques idées. Donc, si vous voulez trouver des coins rentables pour vos investissements locatifs et ainsi diminuer la durée de votre emprunt aussi. C'est toujours l'idée pour ceux qui veulent se lancer dans un achat sans un gros apport. Oui, absolument. Toujours dans cette idée-là. Mais toujours avec une simulation financière qui inclut la totalité de la durée du financement. En fait, le secret, il est là. Ouais. Plus c'est rentable, plus c'est risqué quand même. Les quartiers dont vous nous parlez, Vaux-en-Velin, etc., des super rendements 6-7%, c'est un peu plus risqué quand même que les centres-villes. Il y a plus de vacances locatives. En fait, je ne peux pas dire ça. Parce que, mon expérience, en tout cas, du marché depuis de très nombreuses années, ne me fait pas constater des taux d'impayés, par exemple, supérieurs à Vaux-en-Velin que dans le centre de Lyon. Les dossiers sont souvent un peu plus compliqués à gérer parce que, évidemment, les profils de locataires sont un petit peu moins prestigieux que ceux qu'on va trouver dans des endroits extrêmement recherchés. Mais néanmoins, le taux d'impayé, il est très exactement le même partout. Si on est prudent dans la sélection de ces locataires, et particulièrement, naturellement, si on choisit des locataires qui sont éligibles à une assurance contre les impayés, il n'y a pas de problème particulier. J'allais y venir. C'est pour ça qu'il faut se couvrir quand on veut être propriétaire bailleur. Il y a une série de dispositifs, protection juridique, même la caution locative Visal qui peut être intéressante. Oui, absolument. Visal est tout à fait. Voilà. Et donc ça coûte. C'est quand même, cet investissement n'est pas réservé à tout le monde. C'est vrai qu'il faut avoir une assise, des revenus quand même, un salaire assez élevé quand même pour se lancer là-dedans. Ou un petit matelas de sécurité. Si vous avez des impayés que vous êtes couvert par une assurance, vous allez devoir décaisser votre crédit pendant 3 mois avant que l'assurance ne vous paye. Si vous avez 3 mois de loyer d'avance, vous pouvez avoir des impayés sans difficulté. Une autre question pour nos éditeurs qui, avec à peine quelques milliers d'euros, un tout petit apport, veulent se lancer dans de l'investissement locatif, dans un achat immobilier. Cette question, on souhaite emprunter avec peu d'apport, 150 000 euros par exemple. Il vaut mieux acheter un bien à 150 000 euros ou 2 biens à 75 000 chacun. C'est une question qui est extrêmement compliquée. J'ai pas de réponse en fait très claire là-dessus, puisque ça va dépendre en fait du rendement de votre actif. Les petites surfaces sont plus rentables. En général, les petites surfaces sont plus rentables, mais un investissement de 150 000 euros peut offrir un niveau de rendement qui est pas très éloigné de celui d'un investissement de 75 000 euros. En fait, ça va selon moi plutôt dépendre du volume global que l'on veut faire et de ses relations avec le banquier. Il est plus facile d'obtenir 75 000 euros de crédit que 150 000 euros, selon la situation de chacun. Et ça va aussi dépendre du volume d'investissement
investissement que l'on veut faire. N'oubliez pas que si vous faites 2 investissements à 75 000 euros, ça veut dire 2 dossiers de crédit, ça veut dire 2 locataires, 2 syndics, on en parlait tout à l'heure, ce qui n'est pas nécessairement l'exercice le plus agréable de l'investissement, des charges de copropriété. On multiplie tout par 2. Alors certes, on divise le risque par 2, mais on multiplie aussi la paperasse par 2. Si vous avez pour ambition de faire le patrimoine immobilier le plus important possible, chaque unité doit être plutôt tirée vers le haut, selon moi. Dernière question, et toujours pour aider nos auditeurs avec quelques milliers d'euros à peine à se lancer dans un achat immobilier. Est-ce qu'acheter à plusieurs, c'est une bonne idée? Voilà, j'ai pas grand-chose, je m'associe avec un ami qui n'a pas grand-chose non plus, mais nos deux pas grand-chose s'accumulent et on a un plus grand apport. Est-ce que ça peut être une bonne idée, s'associer pour acheter? C'est extrêmement délicat, hein. L'association est toujours très délicate. Je suis pas un staccanoviste de l'association pour l'association. Je crois pas que de petits revenus permettent d'obtenir plus facilement un petit crédit. Je pense que quand on peut le faire tout seul, il faut plutôt se lancer seul, en n'oubliant pas une règle de base. Quand on s'associe à l'entrée, il est bien de réfléchir à ce qui peut se passer hypothétiquement si à un moment ou un autre les associés ne sont plus d'accord. Écrire aujourd'hui ce qui se passerait si nous nous associons et que nous ne sommes plus d'accord, même à horizon de 10 ans, me paraît être une sage précaution. Donc attention au SCI. Voilà, attention au SCI, la création d'une SCI. Oui, très attention au SCI. C'est un outil qui peut être extraordinairement intéressant, mais qui peut être très savonneux en cas de conflit entre les associés. Jean-Marc Le Prado, en tout cas, vous voyez que vous pouvez faire quelque chose de pas grand-chose, même en matière d'immobilier. Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola. Merci d'être venu nous voir. Jean-Marc, c'était concret, pratique. Merci beaucoup aussi. Julien Mouret pour la vie IMO. Dans un instant, on se reconnecte bien sûr à l'actualité et au marché financier alors que le CAC 40 gagne 0,3%, 4567 points. Puis on fera vivre bien sûr la polémique avec Nicolas Dose. On se demandera avec Nicolas à quoi sert aujourd'hui le Parlement en France. À tout de suite sur BFM.